L'avortement est autorisé dans certaines conditions en République démocratique du Congo depuis la publication du protocole des Maputo. Nous allons en parler, messieurs et dames. Question pour vous d'en savoir un peu plus sur la question, l'avortement, peut-on en parler sans juger? Et donc, votre équipe est là en place pour débattre autour de ces thèmes. Et vous savez très bien que cette émission a toujours débattu, a toujours mis au point des sujets qui cadrent avec la société et qui tournent bien sûr autour de la femme. C'est pourquoi nous sommes là encore avec la même détermination. Et je m'en vais directement vous présenter l'équipe qui m'accompagne pour ces numéros. La réalisation de cette émission est de Marcia Kabanga. Derrière les caméras, nous retrouvons Michel Makita ainsi que la programmation de M. Patrick Kitenge. Voilà, comme je le disais tantôt, nous allons parler autour du thème qui dit tout simplement l'avortement, peut-on en parler sans juger? Et donc, je m'en vais aussi présenter la grande équipe avec laquelle nous allons débattre pour ces thèmes. Ici, nous avons tout d'abord notre invité qui va également intervenir tout au long de cet échange. Ici, nous avons le docteur Dominique qui va devoir se présenter. Nous les connaissons, mais je vous laisse également le connaître. Bonjour, docteur. Bonjour, mademoiselle. Est-ce qu'on peut y aller avec une petite présentation, question de permettre à nos téléspectateurs de pouvoir faire connaissance aussi? Oui, merci beaucoup. Merci d'abord pour l'invitation. Merci. Je suis docteur Dominique Kachaba-Labrila. Okay. Je suis médecin coordonnateur au Programme national de santé de la reproduction pour le Haut-Katanga. Ok, voilà, merci beaucoup docteur. Et donc, à côté du docteur, nous avons Landrine Kimese. Landrine, bonjour. Bonjour Dorcas. Bienvenue. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour saluer toutes ces personnes qui nous suivent sur nos antennes. Voilà, merci beaucoup Landrine Kimese. C'est la grande forme, je vois. Oui. Malgré la pluie, hein? Malgré la pluie, on est là. Voilà. Et pour finir, nous avons Sarah Mujinga avec qui nous allons également débattre. Sarah Mujinga, bonjour et bienvenue. Bonjour Dorcas. Tu es toute belle, hein? Merci beaucoup, pareillement, bien sûr. Merci. Je salue toutes les personnes qui sont vraiment amoureuses de cette émission. Voilà, et déjà j'espère que vous avez pris connaissance de notre thème d'aujourd'hui. Nous allons parler d'une question qui est un peu tabou ici chez nous. On n'en parle presque pas et les gens n'aiment pas en parler. Mais ici, nous allons vraiment lever les voiles et donc nous allons parler de ça. Et pour commencer, tout d'abord, je donne la parole à notre invité du jour, et donc le docteur Dominique, qui va devoir nous expliquer par rapport au protocole des Maputo. J'espère que vous avez déjà entendu parler de ça, mais maintenant, nous allons l'entendre venant de la bouche de l'expert, docteur Dominique. Pouvez-vous nous parler brièvement du protocole des Maputo? Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord essayer de rectifier quelque chose. D'accord. L'avortement autorisé, je ne partage pas ce point de vue. D'accord. Par contre, je dis l'avortement est dépénalisé dans certaines conditions. Ok. Et comme vous avez bien dit, le protocole de Maputo, c'est que le pays, notre pays, la RDC, a ratifié le protocole de Maputo depuis 2006. Ok. Il aurait fallu un peu le temps. Comme vous le savez, le protocole de Maputo, c'est une loi internationale qui a une préséance, une ascendance sur les lois nationales. Il aurait fallu que le pays essaye de réfléchir pour voter une loi nationale. Et c'est la loi sur la santé qui avait été votée en 2018. Et le protocole de Maputo, dans son article 14, le point DC, dépénalise l'avortement dans certaines conditions, si vous le voulez. La première condition, c'est que, avant même d'arriver là, pourquoi est-ce que le pays est arrivé à dépénaliser les avortements? C'est que
on est parti d'un constat et de certaines données rapportées par le pays, qui a nos mamans qui meurent, nos filles qui meurent, nos enfants qui meurent, des suites des hémorragies, n'est-ce pas, du postpartum. Et les hémorragies étant la première cause de décès maternel, il fallait aussi remarquer que parmi le décès maternel, au moins 30% de ces décès les sont suite aux avortements clandestins. Fallait-il laisser les femmes mourir puisque seulement ils n'ont pas voulu garder leur grossesse? C'est comme ça que le pays a réfléchi qu'il fallait ratifier le protocole, mais dans certaines conditions. Quelles sont les conditions? Lorsque la fille ou la femme a contracté une grossesse des suites d'une agression sexuelle, cette fille ou cette femme a le droit, n'est-ce pas, de solliciter un avortement sécurisé. Si la fille ou la femme a conçu des suites d'inceste, la loi lui donne l'autorisation ou le droit plutôt de solliciter, si elle veut, un avortement sécurisé. En cas de viol, si elle a connu un viol, à l'issue du viol, elle a contracté une grossesse, elle peut solliciter un avortement sécurisé. Lorsque la grossesse met en danger la santé physique et mentale de la femme peut solliciter un avortement. Mais aussi, lorsque la mère ou la femme, l'enfant est en danger, ils peuvent solliciter aussi un avortement. Ce sont là les conditions de fond. N'est-ce pas, pour là où l'avortement est dépénalisé. C'est-à-dire, si la victime arrive à solliciter un avortement dans ces conditions, il ne sera pas poursuivi par la loi. C'est ce que ça veut dire. Mais dire que c'est autorisé, non. C'est comme si n'importe qui peut se lever un matin, il va solliciter un avortement, non. Il y a des conditions, la loi essaie un peu de circonscrire. Dans quel cadre est-ce que l'avortement est dépénalisé? Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Et cette question, c'est sur ce que nous voyons, surtout au centre-ville actuellement. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants de la rue, qu'on prétend être enfants de la rue, mais qu'on retrouve sur les chemins, sur les postes publics avec le bébé. Est-ce que vous pensez que dans ces cadres-là, dans ces sens-là, on peut autoriser, ou soit cet enfant peut vraiment demander l'avortement? Parce que j'imagine que c'était pour se faire plaisir, qui s'est dit non, moi aussi je peux faire ce que les autres font. Parce que peut-être je n'ai pas de chance de me marier un jour comme tout le monde, ou peut-être je n'ai pas la chance de tomber sur la bonne personne, mais au moins j'essaye. Et du coup, la fille tombe enceinte. Elle est sur la rue. Elle n'a pas de maison, elle n'a pas d'abri, elle a des parents qui l'ont en tout cas abandonnée. Est-ce que vous pensez que quand la personne s'est dit je suis incapable de prendre soin, ou soit de prendre en charge cet enfant que j'aurai, elle peut solliciter vraiment l'avortement auprès de l'État? Non, j'ai dit non. J'ai dit non et oui. Non, pourquoi? Bien que sur la rue, mais ils doivent développer aussi les centres de responsabilité. C'est-à-dire que vous êtes sur la rue puisque vous avez choisi d'être sur la rue. Il y en a parmi nos enfants qui aujourd'hui ne supportent plus la réinsertion dans la famille, dans le foyer, et qu'ils ont choisi comme cadre la rue. Et lorsque vous êtes sur la rue et que vous pensez que vous avez l'âge de pouvoir avoir des rapports sexuels et qui peuvent aboutir à une grossesse, je crois qu'il faut s'assumer. Mais l'avortement est dépénalisé dans les circonstances que nous avons évoquées ou dans les conditions que nous avons évoquées tout à l'heure. C'est que s'il y a un enfant de la rue qui a l'âge majeur et qui, par inadvertance ou par sa volonté, il a pu contracter une grossesse volontairement, et la loi n'autorise pas que cette grossesse soit évacuée. C'est-à-dire qu'elle doit garder sa grossesse et s'assumer. Et donc, puisqu'elle est sur la rue, elle n'a pas de possibilités. Est-ce que la loi aussi peut s'en occuper, genre venir en aide pour l'aider à ce que son enfant grandisse dans de bonnes conditions, ou bien la loi
refuse de l'assister pour avorter et la loi l'abandonne, qu'elle prenne charge de l'enfant. Non, la loi n'abandonne personne. Okay. C'est-à-dire que nous avons un gouvernement responsable qui s'occupe de sa population. Mais il peut arriver pour des raisons qui leur sont propres. Les enfants ont choisi d'être sur la rue. Bon, lorsque vous regardez très bien nos enfants qui sont dans le ménage, ce n'est pas que tous ils mènent une vie aisée. Il y a toujours certaines difficultés liées aux moyens limités de parents et que ces enfants sont éduqués, par exemple, sur le plan religieux, sur le plan de la religion, sur le plan biblique. Ils se disent que malgré les maigres moyens de parents, nous devons chercher un emploi ou un travail décent au lieu d'être sur la rue. Il y en a aussi qui sont sur la rue, pas par leur faute. Soit ils ont été rejetés, taxés des sorciers, ainsi de suite. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je crois que le sujet aujourd'hui, ce n'est pas par rapport aux enfants, à nos enfants qui sont sur la rue. Le sujet aujourd'hui, c'est par rapport à l'avortement. Est-ce que cet enfant qui est sur la rue est autorisé à volonté et s'il ne se retrouve pas dans un des cas des figures cités ici, est-ce qu'il peut se faire avorter? Nous disons non. La loi n'autorise pas. La loi n'autorise pas que vous soyez enfant de la rue, que vous savez, vous êtes justiciable. C'est-à-dire que devant la loi, vous pouvez comparaître et puis être condamné pour le fait commis. Et nous disons que la loi n'a pas libéralisé ou autorisé l'avortement, comme on l'a dit tout à l'heure, mais on a dépénalisé l'avortement dans certaines conditions. Et si vous vous retrouvez dans ces conditions et que vous trouvez que vous ne pouvez pas vous assumer et garder cette grossesse, je donne le cas, par exemple, le cas d'inceste. C'est-à-dire que c'est une grossesse que vous avez contractée passant par un parent proche. Ça peut être un papa, votre papa, ça peut être votre oncle, votre frère. Et généralement, c'est une grossesse, entre parenthèses, honteuse. Ouais. Et là, la loi dépénalise si la personne... En fait, la loi donne la possibilité. Si la personne veut garder cette grossesse, elle garde. Oui. Mais si elle ne veut pas garder cette grossesse, c'est là où la loi ouvre un peu une porte pour dire, vous avez le droit de vous faire avorter si vous le voulez, et cet avortement-là ne sera pas puni pénalement. C'est-à-dire que sur le plan de la loi, on ne peut pas vous condamner du simple fait que vous n'avez pas voulu garder une grossesse issue d'inceste. En écoutant le docteur nous parle de certains avortements qui sont dépénalisés, tout comme les grossesses qui viennent de l'inceste et les grossesses, je ne sais pas, involontaire, par agression et tout. Je pense que même sous la loi de la médecine, les médecins savent que avorter, c'est tuer. Vraiment. Et quand on parle de l'inceste, on est africain, on sait comment arranger ce genre de choses en famille. Si ça arrive, c'est là. Et moi, je ne suis pas très d'accord que l'État puisse dépénaliser cela et que les docteurs aussi puissent accepter cela parce qu'ils sont en train de commettre aussi un meurtre parce que et la personne qui tue et la personne qui aide la personne à tuer et tous pêchent. Alors, moi, ma question déjà pour les docteurs est de savoir, donc vous participez aussi à ces péchés parce que il y a certains... Là, tu es sur le plan spirituel. Il y a dans certaines familles où l'inceste qui se passe entre frères et sœurs, ils sont adultes, donc ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ici chez nous au Congo? Oui, il y a dans certaines familles ça se passe. Dans certaines familles, ça se passe. Il y a des parents qui dorment et il y a aussi qui sont en train de s'amuser de leur façon dans la maison. Donc, ils étaient conscients. Moi, je n'approuverai pas, c'est là qu'on enlève la grossesse. Donc, la question s'adresse au docteur. Donc, vous participez aussi à ce au genre maître, comme tu l'as dit. Merci, c'est une bonne question. Hein. C'est peut-être une question que beaucoup de nos auditeurs, nos téléspectateurs peuvent se poser. Je ne participe pas, comment on peut dire, au suicide ou à la mort de ceux qui avortent. Ouais. Nous sommes en train de sensibiliser la communauté, puisque ce sont des problèmes sociétaux. Ça peut si l'inceste ne se produisait pas dans ta famille, ça peut être dans une autre famille. Oui. Et nous, en tant que responsables, il faudrait qu'on ne dise pas demain plutôt que
on ne savait pas. Et nous sommes en train de porter à la connaissance de notre communauté que ce que la loi dit. La loi a été publiée, ce sont les autorités du pays qui avaient ratifié cette loi et qui avaient voté cette loi. Et ce sont nos représentants au Parlement qui ont voté cette loi. Mais parfois, cette loi n'est pas portée à la connaissance de notre communauté. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas forcément que nous participons. Et parfois, il y a aussi objection de conscience lorsque la loi ne dit pas aux gens d'aller se faire voter. La loi dit que nous avons pu dépénaliser dans telle autre circonstance. Mais on laisse la personne devant sa conscience pour dire, s'il y a une grossesse issue d'inceste et que la femme trouve qu'elle peut garder cette grossesse, tant mieux, qu'elle la garde. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'elle peut garder sa grossesse, mais ceux d'entre elles qui ne vont pas, qui vont se gêner, qui ne vont pas garder cette grossesse et se dire que c'est une grossesse de la honte, la loi dit, elles peuvent aller solliciter un avortement sécurisé pour ne pas les laisser aller tomber entre les mains des charlatans et perdre leur vie. La loi dit, elles peuvent solliciter un avortement sécurisé. Et un avortement sécurisé, c'est un avortement qui est induit par un personnel compétent, avec des méthodes qui sont reconnues par l'OMS, et dans un environnement sécurisé. C'est pour éviter que la femme ou la fille est allée consulter un charlatan. À l'issue de cette intervention, il peut s'en suivre soit des complications non réversibles, soit carrément le décès. C'est comme ça que la loi a sécurisé la catégorie de femmes qui ne voudront pas garder la grossesse dans ces conditions, n'est-ce pas, pour se faire avorter. C'est ce que j'ai dit. Participer, je ne pense pas. Lorsque un militaire est au front et qu'il fait face à l'armée ennemie, et je crois que s'il peut lancer des tirs dans l'autre camp et que l'ennemi mourait, est-ce qu'il a péché ou pas? C'est peut-être à madame de pouvoir répondre. Oui, c'est ça. Nous sommes là dans le cadre vraiment officiel où nous pensons que c'est la loi qui avait été promulguée par les autorités du pays et que nous sommes en train de sensibiliser la communauté pour qu'ils sachent que s'ils se retrouvaient dans ces cas de figure et qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas garder, n'est-ce pas, cette grossesse, la loi a dépénalisé et ils peuvent, n'est-ce pas, se diriger vers les structures qui sont habilitées à pouvoir le faire sans beaucoup de complications. Nous voulons un peu savoir quelle est la situation actuelle de son application, c'est-à-dire l'application de cette loi en RDC. En fait, c'est depuis 2018 que la loi avait été votée. Il aurait fallu qu'il y ait un peu, vraiment du temps pour que, au niveau du pays, au niveau des autorités sanitaires, qu'on puisse mettre sur pied les normes et directives pour essayer de cadrer, n'est-ce pas, cette loi. Et au niveau des heures de santé, au niveau de la communauté, qui peut faire quoi? Au niveau de nos structures, c'est-à-dire lorsqu'on est au niveau des centres de santé, qui peut faire quoi? Au niveau des hôpitaux généraux de référence et au niveau des hôpitaux tertiaires, qui peut faire quoi? Maintenant que nous avons des normes et directives, c'est là où on peut maintenant propager ou promulguer, divulguer, n'est-ce pas, ces normes et directives pour que la population sache que dans certaines de nos structures, on offre ces services. Et que, en cas de problème, en cas de difficulté, lorsqu'on se retrouve dans des cas de figure, on peut s'intéresser justement. Mais quel est le niveau d'applicabilité? Comme pour parler de la province du Haut-Katanga, nous avons quelques structures qui offrent, n'est-ce pas, les méthodes de soins complets d'avortement centrés sur la femme. Et il y a quelques partenaires qui appuient justement, ces activités. Et là, nous sommes dans 6 zones de santé qui sont appuyées par un partenaire et 8 par un autre partenaire. Donc, nous sommes dans la zone de santé de la Rouachi, la zone de santé de Kampemba, la zone de santé de Lubumbashi, la zone de santé de la Kenya, la zone de santé de Sakanya,
la zone de santé de Kipushi. Et ce sont les différentes zones de santé qui ont intégré ces activités, bien que timidement, mais l'idéal, c'est que ce paquet puisse être offert dans toutes nos 27 zones de santé. Mais jusque-là, l'intégration est évolutive. Nous sommes dans quelques zones de santé, environ, je crois, 14 zones de santé sur le 27 que compte la province. Mais aussi, pas totalement dans toutes les structures. Il y a quelques structures seulement dans ces zones qui offrent le service. C'est que c'est encore timide, surtout par le fait que la communauté n'a pas la bonne information. J'apprécie la radio-télévision Nyota qui nous a invités pour que nous puissions parler de ces sujets tabous. Pourquoi? Puisque dans nos communautés, on n'en parle pas. Et c'est à nous, les officiels, de pouvoir donner la bonne information à la communauté. Exactement. C'est ce que nous faisons, c'est que nous sollicitons aussi, n'est-ce pas, l'intervention de la plupart de nos amis journalistes pour qu'ils puissent informer à la communauté. Puisque ceux qui se retrouvent dans ces cas-là, parfois ils manquent là où ils peuvent aller. C'est ça. À cause de la stigmatisation de la communauté, à cause, il y a trop de problèmes dans la communauté qui font que la plupart des gens, quand ils se retrouvent dans ces cas, ils ne savent pas quel sens se vouer. Voilà un peu, c'est encore un peu limité, c'est pas encore, la population n'a pas encore la vraie information. Voilà, merci beaucoup. Landrine, tu as déjà une question pour le docteur? Oui, déjà. D'accord, tu peux y aller. Comme on parlait des sortes d'avortements ici, déjà, docteur, en tant qu'expert, comment concilier le respect de la vie et comment concilier la protection de la vie et le respect des droits des femmes? Et le respect des droits des femmes. Ah, ok. En fait, la vie, elle est précieuse. À tout moment, de la conception à l'accouchement, de l'enfance à l'adulte, la vie doit être protégée et conservée. N'est-ce pas? Mais lorsque nous rentrons dans le droit de la femme a le droit de pouvoir gérer, n'est-ce pas, sa maternité. C'est son droit que lui offre la Constitution. Lorsque nous allons dans la loi, le protocole de Maputo dans son article 14, le point DC, carrément on dit, la loi donne l'autorisation à la femme en cas d'inceste, en cas de viol, en cas d'agression sexuelle, au cas où la santé de la mère est menacée. La grossesse met en danger la santé de la mère, la santé physique ou mentale de la femme. C'est le droit de la femme de pouvoir garder sa grossesse ou de pouvoir se débarrasser de cette grossesse. C'est son droit. Donc, nous concilions les deux. En fait, c'est la femme qui... Voilà, nous parlons de soins complets d'avortement centrés sur la femme. Pourquoi centrés sur la femme? On ne peut pas obliger à une femme de pouvoir garder une grossesse issue d'un viol, laquelle grossesse ne va pas, n'est-ce pas, la mettre à l'aise, va perturber sa vie. Et c'est dans son droit de pouvoir décider. La loi lui confère ce droit. Donc, il y a quand même une complémentarité entre la protection de la vie et le droit de la femme. Je parle de la complémentarité puisque je ne peux pas dire que la loi vient empiéter le droit de la femme. Il y a une complémentarité. De la même manière que la femme, la loi donne à la femme le droit de garder la vie, le droit à la vie, mais il donne aussi le droit de contrôler, n'est-ce pas, sa maternité. En espaçant les naissances, en utilisant les méthodes contraceptives, n'est-ce pas? Une femme qui ne veut pas voir les enfants chaque année, il peut se dire, au lieu d'avoir les enfants chaque année, je préfère les avoir après qu'à chaque 4 ans, puisque je dois m'organiser pour accueillir ces enfants qui sont des êtres précieux qui viennent dans la famille, au lieu de les avoir à chaque moment et dans n'importe quelle condition. Et la femme peut utiliser certaines méthodes qui sont soit naturelles, soit artificielles, pour pouvoir espacer ses naissances et avoir les enfants quand elle veut les avoir. C'est son droit aussi. C'est que vous avez dit, docteur, à un certain moment, vous avez dit la loi autorise. Ok, je suis d'accord. Et d'ailleurs, peut-être j'acclame un peu cette loi, mais je me demande, très souvent,
dans notre province, je prends des cas de notre province, il y a des endroits où d'abord la santé pour tous n'est pas vraiment accessible. La santé d'abord en général pour tous n'est pas accessible. Et ces endroits sont trop reculés. Je peux dire, ce sont des milliers ruraux en fait. Mais on se rend compte que dans ces milieux ruraux, il y a aussi des femmes. Et des femmes qui subissent peut-être le même cas que ces personnes qui sont au centre-ville, qui sont dans des grandes villes. Comment aider ces femmes-là? Parce que moi, j'imagine que dans des villages, des femmes utilisent des racines, elles utilisent des méthodes d'astuces, qu'on appelle astuces de grand-mère. Peut-être ça crée des stérilités. Je suis très sûre que l'avortement conduit peut-être à la stérilité. Ça arrive que ces femmes qui sont dans des villages utilisent ces choses. Comment parvenir jusqu'à elles? Est-ce que déjà, pour la santé normale, pour l'accès à la santé de tous, elles ont un problème. Et du coup, on arrive ici avec l'histoire de l'avortement sécurisé, protégé et tout. Comment ces femmes-là vont vivre? Comment ces femmes seront, en tout cas, conduites par cette loi, en fait? Merci beaucoup pour la question. Mais je sais que l'État est très bien structuré et bien organisé. En ce qui concerne le ministère de la Santé, il n'y a pas un seul endroit où le ministère de la Santé n'est pas représenté. Okay. Nous avons, lorsque vous allez dans nos villages, nous avons des aires de santé. Et dans ces aires de santé, l'ensemble de plusieurs aires de santé constitue une zone de santé. Et tout le coin de la province sont contenus dans une entité que nous appelons soit aire de santé, soit zone de santé. C'est-à-dire que lorsque nous avons l'information au niveau du sommet, c'est-à-dire au niveau national, cette information descend au niveau provincial, le niveau provincial emmène l'information au niveau zonal et les zones amènent ça au niveau des aires de santé. Voilà pourquoi lorsque nous avons des activités comme la vaccination, nous allons chercher cet enfant qui est loin de la province, mais qui se retrouve dans la province du Haut-Katanga, mais qui est loin de la ville de Lubumbashi. C'est-à-dire que nous avons nos représentants, l'État a ses représentants, partout dans tout le coin, et même par rapport aux soins. Les soins en République démocratique du Congo sont accessibles à toutes nos populations. Et voilà, ce qu'il faut peut-être dire que l'information ne court pas à la même vitesse pour qu'il y ait information à tous les niveaux. Mais nous travaillons avec la communauté, avec les radios communautaires, avec d'autres radios qui existent, pour qu'on utilise toutes les voies de communication pour que l'information parvienne justement à ces populations. L'émission que nous sommes en train de faire aujourd'hui ne va pas se limiter ici dans ces 4 murs. Je crois que ça va très loin, partout où la radio et la télévision n'y ont peut-être capté, cette information va le parvenir. Voilà pourquoi nous utilisons tous les moyens, l'État utilise tous les moyens pour arriver à informer le dernier de sa population qui se retrouve en arrière, je crois, province. C'est que ça, c'est pas un problème. Nous voulons seulement intensifier, exploiter tous les canaux de communication pour que la population puisse avoir la bonne information. Mais sinon, nous travaillons déjà au niveau du ministère de la Santé avec les communautaires. C'est-à-dire nous avons les relais communautaires dans beaucoup de nos aires de santé qui servent de pont entre la communauté et la structure de santé. C'est que nous avons une information, et nous glissons ça au niveau de nos zones de santé. Les zones de santé communiquent avec la communauté à travers les relais communautaires et la communauté a l'information. Voilà comment nous sommes organisés. Voilà, merci beaucoup docteur. Et moi j'aimerais savoir quelles sont les principales barrières à la mise en œuvre de cette loi jusqu'à aujourd'hui, pour dire vrai, jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui freine encore? Bon, au fait, il y a une faible vulgarisation, n'est-ce pas, de la loi. La faible vulgarisation liée aux maigres moyens qui sont mis à la disposition des acteurs devant communiquer. Ça, c'est le premier obstacle. Mais aussi, il
il y a les us et coutumes. Dans nos communautés, lorsque vous devez parler de certaines matières, surtout en rapport avec la santé de la reproduction, c'est encore un tabou. Oui, oui. C'est rare de voir les parents communiquer avec leurs enfants, leurs filles, particulièrement en ce qui concerne la sexualité. C'est difficile dans nos cultures. C'est déjà un problème. Oui. Et là, c'est aussi un autre obstacle. Mais il y a aussi dans nos communautés certains... on peut dire certaines organisations qui ne supportent pas qu'on parle, même lorsqu'ils n'ont pas encore entendu ce qu'on veut dire. Quand vous prononcez seulement avortement, c'est déjà un problème. Mais il faut déjà nous donner quand même les oreilles, nous écouter. Qu'est-ce que nous voulons dire de ces avortements? Et c'est encore les obstacles que nous avons, mais nous pensons que nous avons une population vraiment dynamique. Dès que nous avons une information et qu'ils arrivent à bien comprendre les choses, parfois les gens réagissent sans qu'ils aient compris l'importance, la quintessence et même la bonne information. Dès qu'ils ont compris, en tout cas pour la plupart, ils s'activent, puisqu'au fait, comme je le disais, que c'est un problème de société. Les avortements, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis les temps anciens, il y avait des avortements. Voilà pourquoi mademoiselle a dit qu'il y en a qui utilisent des plantes. Il y en a qui utilisent... mais ces plantes qu'ils utilisent ou d'autres méthodes qui sont déjà désuètes, ces méthodes entraînent beaucoup de complications. Si la femme ne décède pas, c'est peut-être qu'elle peut développer une stérilité définitive, une stérilité. Si elle ne développe pas une stérilité, elle peut arriver même à perdre son utérus à cause d'avortement. Donc, il y a plusieurs complications liées au fait que les avortements sont induits par des personnels non qualifiés ou dans des villages où les gens n'ont pas assez de connaissances. Mais aujourd'hui, nous informons notre communauté que lorsqu'on se retrouve dans des cas de figure où les avortements sont dépénalisés, c'est mieux de s'approcher de nos structures pour bénéficier, n'est-ce pas, d'un avortement de qualité ou un avortement sécurisé, afin d'éviter des trucs de genre complications et même décès. Docteur, quel risque aujourd'hui les femmes qui font des avortements clandestins et quels sont les processus légaux dans les cas autorisés, par exemple viol et inceste, et pour sauver la vie, voilà. Quel est les processus, hein? Les processus. Quel risque aujourd'hui les femmes qui font des avortements clandestins et quels sont les processus légaux dans les cas autorisés? Ah, d'accord. Il y a beaucoup de risques liés à des femmes qui s'adonnent encore à des avortements clandestins. Il y a quelques temps où, dans une structure, on nous a appelés pour aller voir un malade. C'est une dame mariée d'ailleurs de son état. Ils ont eu un enfant qui avait encore, je crois, 8 mois. Et la femme a contracté une deuxième grossesse. Ils ont décidé d'ensemble avec le mari de se faire avorter. Mais ils sont allés frapper à la mauvaise porte. Et il s'en est suivi le monsieur qui a tenté d'aller cureter. Il a perforé non seulement l'utérus, mais il est allé prendre aussi les anses, les intestins. Et la femme est venue dans un tableau d'abdomen aigu chirurgical. Donc il fallait d'abord ouvrir pour aller réparer les intestins et réparer l'utérus après. Donc c'était une grande complication. Donc les complications du genre, il y en a plusieurs. Soit qu'on peut perforer l'utérus, on peut prendre les anses, mais aussi on peut arriver avec ces processus à les couper ou boucher les trompes, ou simplement ils utilisent certaines méthodes, certaines plantes corrosives qui peuvent aller justement bousiller tous les fonds de l'utérus au point que la femme ne pourra plus concevoir. Alors, vous pensez avoir un enfant pour une femme, c'est précieux. Et si la femme arrive à être stérile par le simple fait qu'elle est allée frapper à la mauvaise porte, ce sont des conséquences du genre que nous déconseillons. Il y a plusieurs conséquences, la stérilité,
Il y a même le décès, dans la plupart des cas, ce sont les décès. Il a pris des doses exagérées de la quinine, alors que la quinine n'est pas abortive. Ils ont pris telle autre plante. Beaucoup de mélanges. Oh oui, trop de mélanges dont on ne connaît pas l'origine, et ça ne peut qu'aboutir à des complications graves et souvent à des décès inutiles qui sont évitables aujourd'hui. Alors, la deuxième question, je n'ai pas bien compris le deuxième volet de ta question. Quels sont les processus légaux dans les cas autorisés? Le processus légal, c'est que la femme qui se retrouverait dans ces indications que nous avons énumérées peut aller consulter. Mais la loi dit que la femme doit s'amener avec, si c'est une femme mineure, prenons que c'est une fille mineure qui a été violée, puisque c'est le cas de le dire, et qu'elle décide d'avorter, elle doit s'accompagner d'un adulte de son choix. Et cet adulte arrive au niveau de nos structures, il va décliner son identité, et les prestataires qui sont là consultent, ils vérifient si réellement c'est un cas de viol, et que si ça s'avère que c'est un cas de viol, ils vont procéder. Il y a deux méthodes que nous utilisons, il y a la méthode médicamenteuse et la méthode chirurgicale. Et nous allons présenter les deux méthodes à la victime, quitte à lui de choisir quelle est la méthode qu'elle préfère pouvoir utiliser. Et dès qu'elle choisit la méthode médicamenteuse, on lui donne le médicament qui puisse l'aider en ayant 48 heures de pouvoir évacuer sa grossesse. Et si elle utilise la méthode, et choisit plutôt la méthode chirurgicale, on va procéder à l'évacuation utérine par l'aspiration manuelle intra-utérine, et on aspire l'œuf, et tout de suite la femme reprend sa vie normalement. Elle peut même aller au travail juste après l'intervention. C'est une petite intervention qui ne va pas immobiliser la femme pendant longtemps. Ok, docteur, et la prise en charge, elle est gratuite ou... Normalement, la prise en charge est gratuite. Pourquoi? Puisque nous, au niveau du gouvernement, au niveau de la province, avec nos bailleurs, nos partenaires, nous amenons plutôt tout ce qu'il y a comme médicaments, commodités aux structures. Mais comme vous le savez, les structures, on ne voudrait pas que ça soit vraiment gratuit. Il y a un ticket modérateur, c'est-à-dire que la structure peut demander un petit rien qui ne puisse pas freiner, n'est-ce pas, la fréquentation ou empêcher, s'ériger en obstacle par rapport à l'utilisation de services. Nous disons aux structures que vous êtes libre avec la communauté de vous dire, vous pouvez demander un 5 000 francs, un 10 000 francs, pouvant vous permettre de fonctionner, mais que cela ne constitue pas un obstacle à l'utilisation de services. Si la victime qui arrive n'a rien, vous la prenez en charge gratuitement, puisque nous donnons tout. Et nous donnons le médicament, nous donnons les seringues d'amiou, nous donnons même le fiche et les outils à ces structures qui sont appuyées. C'est-à-dire que la femme va se sentir à l'aise en arrivant. Donc, ça ne sera pas des prix dans le temps. Vous arrivez dans une structure, on vous demande $1 000, $2 000. Non. C'est quelque chose de symbolique. Mais si vous n'en avez pas, dans nos structures, on peut demander qu'on les fasse gratuitement. Docteur, donc... comme il y a des cas qui sont épargnés, donc viol, inceste et tout. Donc, si je comprends bien, vous conseillez plutôt aux femmes de garder que les grossesses conçues par amour. Donc, les grossesses conçues par amour, donc là où il n'y a pas viol. Par consentement. Par consentement, donc il n'y a pas viol, il n'y a pas inceste. Donc, ces autres grossesses-là, viol, inceste, là, il faut directement enlever. Tout à fait. Et la grossesse, elle est précieuse. La grossesse doit être gardée. La grossesse, c'est quelque chose de formidable. Nous conseillons aux mamans, à nos filles, à nos femmes, lorsque vous êtes allé par consentement et que vous avez une grossesse, il faut la garder. Il faut suivre la consultation prénatale pour que cette grossesse soit... Et c'est ce que nous faisons dans nos hôpitaux. C'est de garder, protéger pour que cette grossesse ne puisse pas... que la femme ne connaisse pas un avortement ou un accouchement prématuré. Nous conservons cette grossesse et nous la conduisons jusqu'à terme pour que la femme connaisse cette expérience heureuse que d'avoir un enfant. C'est ce que nous encourageons. C'est-à-dire qu'un avortement, c'est une exception. Nous voulons que les femmes conçoivent et qu'ils puissent avoir des enfants dans de bonnes conditions.
Moi, à un certain moment, j'avais dit, j'acclame peut-être. Mais là, je me rends compte que j'ai un petit souci. Et ce petit souci-là, c'est sur le choix, en fait. Je sais que vous êtes aussi peut-être victime de cette loi. En fait, vous pliez peut-être à cette loi, vous accompagnez ces femmes. Mais moi, je me pose la question et ça m'inquiète un peu. Pourquoi choisir l'avortement? Pourquoi choisir d'accompagner des personnes qui doivent avorter au lieu peut-être de se dire non, on construit des centres des psychologues ou arrête de rire Landrine. On construit peut-être des centres où il y aura des psychologues, des gens qui vont en tout cas travailler le mental de ces personnes-là. Un bon matin, on s'est dit, bon, puisque tu es enceinte, tu es tombée enceinte. Par exemple, les bandits sont arrivés chez vous et tu es tombée enceinte. Pourquoi ne pas choisir la psychologie comme moyen, mais plutôt l'avortement? Merci beaucoup pour la question. Nous travaillons ensemble en équipe avec les psychologues. Okay. Nous accompagnons, n'est-ce pas, nos enfants, nos filles, nos femmes, et nos sœurs qui tombent enceintes et qui ne veulent pas garder. Ce n'est pas que nous sommes contents. Nous sommes contents de procéder à des avortements. Non, non, non. Je disais que c'est une exception. L'avortement, c'est une exception. Dans le cas où, prenons par exemple le cas où la grossesse met en danger la santé physique de la femme. Nous avons des mamans qui sont cardiopathes, n'est-ce pas? On se dit que si elle doit continuer ou garder sa grossesse jusqu'à terme, elle-même risque de sa vie. Voilà pourquoi la loi ouvre, puisque dans le temps, même dans ces cas, la loi n'autorisait pas. Vous comprenez? Il y a une évolution par rapport à la loi. Dans le temps, et celui qui amène le médicament, et celui qui prescrit, et celui qui avorte, tout le monde était condamné. Vous comprenez? Oui. Mais aujourd'hui, la loi a essayé un peu d'assouplir les choses pour voir. Prenons une femme chez qui la grossesse plutôt met en danger sa vie, la santé physique de la femme. Et on se dit, bon, dans ces cas de figure, la loi dit, oui, la femme a le droit de solliciter, n'est-ce pas, un avortement sécurisé pour garder sa propre vie qui est en danger. Donc, ne voyons pas seulement du mauvais côté, voyons aussi du bon côté de la chose, de la loi. La loi, lorsqu'elle est faite, elle est votée, c'est pour le bénéfice de la communauté. Et nous ne devons pas voir seulement être trop rigide par rapport... Au fait, la vie est évolutive. Dans le temps, ce sont des choses qui ne se faisaient pas. La loi condamnait tout le monde. Vous avez un produit, un abortif, on met la main sur vous à 5 à 20 ans de prison. Vous êtes dans une structure où vous avez pensé même que non, on vous coffre. Mais maintenant, la loi essaie un peu de voir. Maintenant, là, on peut aussi quand même assouplir les choses. C'est sur base de certains cas vécus que la loi a pu être votée pour le bénéfice justement de la communauté. D'accord, docteur. Moi, je pense que si vous pouvez nous aider à bien clarifier sur une chose, parce que déjà, moi, j'ai compris ça autrement. Et quand vous avez redit, c'est alors que j'ai bien compris. Vous avez dit, la loi accompagne. C'est que vous devez peut-être dire à toutes ces personnes qui nous suivent que ce n'est pas n'importe qui est censé apporter un médicament. Parce qu'il y a des connaisseurs, en fait, quand tu as mal, on te dit, ah non, tu as mal, prends ça. Et puis tu es enceinte, ah tu es enceinte, prends ça, tu vas avorter. Tu as été violée, prends ça. Donc, merci pour cette préoccupation. Oui. J'ai donné les conditions de fond, mais il y a aussi des conditions de forme. Les conditions de forme, c'est que la personne qui est habilitée à pouvoir induire un avortement, c'est un personnel qui est formé et reconnu par le ministère de la Santé. Pas n'importe qui. Si vous n'avez jamais été formé sur l'avortement sécurisé et que vous arrivez à le faire, si on tombe sur vous, vous êtes dedans. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la loi a essayé un peu de mettre des garde-fous. Dans l'opérationnalisation du protocole, la loi a essayé un peu de mettre de garde-fous pour ne pas permettre, autoriser à n'importe qui de pouvoir entraîner des avortements. C'est-à-dire, ne sont autorisés à le faire qu'un personnel compétent, formé et reconnu par le ministère de la Santé qui lui avait attribué un
document certifiant qu'il a été formé. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, cette personne là-bas doit utiliser l'une des méthodes qui est reconnue par l'OMS. Et dans un environnement sécurisé. C'est pas où on trouve quelqu'un sous un arbre. Non, non, non. La loi essaie un peu de sécuriser, de mettre des garde-fous pour qu'on ne se permette pas de n'importe quoi. Déjà que ici chez nous, c'est déjà un sujet tabou et donc les personnes, peut-être il y a des jeunes filles qui ont été victimes des viols ou alors d'agressions sexuelles quelque part, ou alors même pour les femmes aussi qui ont connu ces cas. Alors, il y a pas vraiment des femmes qui osent se prononcer jusque-là. Peut-être elle est en train de souffrir en silence. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que cela demande aussi l'accompagnement de la famille, l'accompagnement peut-être aussi de la société en quelque sorte, parce que vous avez dit, peut-être la personne qui est victime d'agression ou de viol doit aller se présenter avec un membre de la famille ou un parent de son choix. Ce qui signifie que ça nécessite également l'accompagnement de la famille. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les personnes qui nous suivent par rapport à ça? Au fait, c'est ça même l'importance de cette émission, mais aussi du quatrième pouvoir que vous êtes. Et nous reconnaissons à juste titre l'importance de travailler avec la presse pour porter haut ce que nous connaissons un peu bas. Nous avons les informations, mais comment faut-il atteindre toutes les couches de la communauté pour qu'ils comprennent qu'il y a une loi qui est votée, et ce sont nos représentants que nous avons envoyés au Parlement qui ont réfléchi, qui ont trouvé que c'était bon d'assouplir un peu la loi par rapport à la loi de 1972 qui condamnait tout ce qui bougeait autour des avortements. Et au jour d'aujourd'hui, cette loi avait été votée, mais la plupart de nos populations ne connaissent pas ça. Ils n'ont jamais été en contact, ils n'ont jamais été informés. Or, s'ils arrivaient à tomber dans l'infraction, on dit que nul est censé ignorer la loi. Et ils seront condamnés. Raison pour laquelle nous sensibilisons la communauté, ensemble avec vous, et nous pensons que quiconque pourra nous entendre, pourra se rapprocher de vous pour essayer d'avoir de plus amples informations sur l'existence de cette loi, mais aussi sur la disponibilité de nos structures qui offrent ces méthodes un peu éparpillées dans la province. Voilà, docteur, tu as une dernière question? Vas-y. Déjà alors, que pourriez-vous dire par rapport à la planification familiale et à l'accès contraceptif, je ne suis pas du domaine, comprenez, au niveau des jeunes? Non, au fait, dès lors que lorsqu'on grandit, on doit avoir connaissance des méthodes contraceptives. Au fait, dans la plupart de nos structures, nous offrons les méthodes contraceptives. Les méthodes, qui dit méthode contraceptive, c'est que c'est contre la contraception, ou la conception plutôt, contre la conception. Une femme, déjà à l'âge, qui doit contrôler sa maternité pour ne pas voir les enfants à n'importe quel moment, nous conseillons aux jeunes de pouvoir s'abstenir. De s'abstenir de tout rapport sexuel pouvant le conduire, n'est-ce pas, vers des grossesses non désirées. Puisque l'avortement, en fait, c'est l'absence de la contraception. Si on pouvait se préserver, on pouvait se contenir, on pouvait s'abstenir, la grossesse ne viendrait pas. Alors, pour ce faire, nous avons rendu disponible, nous mettons à la disposition de notre communauté les méthodes contraceptives qui peuvent les aider, pour ceux-là qui ne peuvent pas se contenir, de pouvoir utiliser les méthodes contraceptives. Afin de pouvoir contrôler sa maternité. Avoir l'enfant quand on veut les avoir et quand on a la possibilité de l'avoir. On a évoqué aujourd'hui et pendant ce temps les phénomènes d'enfants de la rue. Mais c'est aussi la conséquence de la non-contraception. On a eu beaucoup d'enfants sans contrôler, on n'est pas arrivé à contrôler sa maternité et on n'était pas encore en mesure de pouvoir gérer les enfants
Et aujourd'hui, on les a, mais les enfants sont abandonnés, ils se retrouvent sur la rue. Et pour éviter de telles conséquences, nous demandons à notre communauté de pouvoir utiliser les méthodes contraceptives. Oui. Et les méthodes contraceptives, nous les avons dans la plupart de nos structures et souvent on donne ça gratuitement. Okay. Nous avons d'abord l'abstention, il faut s'abstenir, c'est ça la méthode, c'est ce que nous conseillons. Okay. Et à tous nos enfants qui prient, et tous ces enfants, nous conseillons qu'ils puissent s'abstenir des rapports sexuels avant, n'est-ce pas, le mariage. Oui. Mais pour ceux qui ne veulent pas se contenir, nous avons des méthodes contraceptives. Nous avons des pilules. D'abord les méthodes naturelles, les méthodes de calendrier, où on peut apprendre aux jeunes filles comment il faut contrôler, n'est-ce pas, ces périodes. Oui. Pendant quelle période vous êtes fertile et que vous ne pouvez pas avoir des rapports sexuels. Si vous avez des rapports pendant cette période, ça peut vous conduire à une grossesse non désirée. Nous avons des pilules. Les pilules, nous avons laissé aussi les POP. Ces pilules, la femme peut commencer à prendre un comprimé chaque jour et pendant un mois, elle peut avoir le rapport sexuel pendant tout ce temps sans tomber enceinte. Nous avons les méthodes que nous appelons les injectables. Une seule piqûre, on peut te donner, et cette piqûre va faire que pendant 3 mois, pendant 2 mois, vous allez avoir des rapports sans tomber enceinte. Nous avons ce que nous appelons les implantables. Ce sont des implants. On peut le mettre sous la peau et la femme peut rester avec cet implant pendant 3 ans, même 5 ans. Si elle ne veut pas avoir l'enfant, elle peut avoir des rapports sexuels chaque jour, mais pas tomber enceinte. Nous avons aussi le dispositif intra-utérin. Là, c'est pour les femmes qui veulent rester pendant longtemps. Mais le bonheur dans ces méthodes, c'est quoi? C'est que dès que vous arrêtez et que vous désirez la maternité, la maternité revient. Donc, ce sont des méthodes réversibles. Okay. Ce ne sont pas les méthodes, nous avons seulement une seule méthode pour les femmes, qui est une méthode irréversible, c'est la ligature de trompe. Okay. Là, c'est une méthode vraiment irréversible pour une femme qui ne voudrait plus jamais avoir les enfants. Et la vasectomie pour les hommes. Okay. Pour les amis qui ne veulent pas avoir les enfants pendant toute leur vie, on peut faire la vasectomie. Mais il y a d'autres méthodes comme les condoms qu'on utilise temporairement pour ne pas tomber enceinte. Et toutes ces méthodes, nous les mettons à la disposition de toutes nos structures, dans la plupart de nos centres de santé, et nous les donnons gratuitement. Okay. Et c'est à la population de pouvoir s'en attribuer pour éviter justement que les avortements, puisqu'en fait les avortements c'est l'échec de la contraception. Oui. Si on a bien planifié la naissance, on ne va pas tomber, on ne va pas arriver aux avortements. D'accord, docteur, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit autour du thème depuis le début de l'émission? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose qu'on n'a pas posé comme question? Non, en fait, ce que je peux dire, c'est que nous sensibilisons notre communauté à utiliser les méthodes. Il y a beaucoup de dividendes, beaucoup d'avantages lorsqu'on utilise les méthodes contraceptives. Okay. Lorsqu'on planifie les naissances, pour le moment, vous savez, dans la plupart de nos ménages, ce sont les mamans qui se débrouillent un peu pour que les familles vivent. Oui. Et une maman qui, chaque fois elle est enceinte, elle n'aura pas le temps de pouvoir travailler pour amener quelque chose à sa famille. Et une femme qui n'est pas enceinte ne peut pas mourir de suite des accouchements. La plupart des femmes meurent aussi lorsqu'ils sont enceintes lors des accouchements, et que pour éviter que ces femmes ne meurent, la seule façon c'est de ne pas tomber enceinte à n'importe quel moment. Donc avoir une grossesse désirée quand on le veut. Voilà pourquoi nous conseillons nos mamans, nos soeurs, nos filles, nos femmes, à pouvoir utiliser les méthodes contraceptives. Évidemment, il y a beaucoup de rumeurs autour de ça, mais nous disons que la planification familiale, c'est une stratégie du gouvernement pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle. C'est que si nous encourageons nos populations, nos mamans, nos soeurs, nos filles, à avoir les enfants quand ils veulent les avoir, de tomber enceinte, de programmer les naissances. Et la grossesse doit cesser d'être un hasard, un accident. Oh non, il croit tout n'est pas par accident. Non, non, non. Ça ne doit pas être un accident. Ça doit être quelque chose de réfléchi. Je vais avoir 3 enfants et vous planifiez comment il faut les avoir. Alors, lorsque les enfants vous surprennent,
Et c'est parfois les enfants mal aimés, puisqu'on ne se donne pas la peine de pouvoir les aimer. Normalement, on se dit, bon, moi, je ne voulais pas de cet enfant, l'enfant est venu. Voilà un peu ce que je peux dire. En tout cas, merci beaucoup, docteur Dominique Chiabala. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications très riches. Et vraiment, je pense même que nos téléspectateurs se sont quand même fixés par rapport à l'avortement et par rapport à la loi des Maputo. Et donc, c'est par ici que nous chutons avec notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été de la partie et d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier puisque nous avons passé le message qui est utile à la communauté. Merci beaucoup. Merci docteur. J'ai dit également merci à Landrine Kimese qui a été avec nous. Merci beaucoup Dorcas. Merci également au docteur Dominique qui a été avec nous aujourd'hui. J'ai dit également merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis cet après-midi sur nos antennes. Voilà, merci beaucoup à toi également Sarah Mujinga d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Dorcas. Oui. J'ai dit un grand merci au docteur qui m'a vraiment informée. Et si vous me permettez juste une petite minute, j'aimerais faire une petite récapitulation pour les personnes qui sont venues en retard. Peut-être avec le docteur, vous allez vous rendre compte que je n'ai peut-être pas tout assimilé, mais au moins, j'aimerais dire aux gens qui nous ont suivis en retard, peut-être que le docteur a dit « abstinez-vous ». L'abstinence, surtout l'abstinence. Merci beaucoup, Dorcas. Merci à toi, Sarah Mujinga. Quant à moi, j'ai dit merci à la grande équipe qui m'a accompagnée pour la réussite totale de cette émission. J'ai dit merci à Marcia Kabanga pour la réalisation de cette émission, à Michel Makita d'avoir été derrière les caméras et ainsi que la programmation de M. Patrick Kitenge. Entre elles, ça parle revient la semaine prochaine avec la même détermination. Ciao et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.